Bonjour chers spectateurs, nous nous apprêtons à vous présenter un exposé à propos du respect des droits de l'homme dans le monde. Commençons par le commencement, c'est-à-dire par un rappel historique. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un texte constitutionnel rédigé suite à la Révolution française le 26 août 1789, dont la vocation est d'énoncer un ensemble de droits naturels, individuels et communs. Autrefois, elle n'était composée que de 17 articles et ne fut adhérée que par la France. Puis elle fut élargie en 1948 par les Nations Unies par 13 autres articles, devenant ainsi la Déclaration universelle. Les pays membres de l'organisation, alors au nombre de 58 États, ont signé le texte. Cependant, 5 pays se sont abstenus: Arabie Saoudite, Biélorussie, Pologne, Tchécoslovaquie et Ukraine. Et 5 autres ont refusé d'y participer: Honduras, Afrique du Sud, URSS, Yémen et Yougoslavie. Nous allons vous citer certains articles importants et essentiels pour la suite. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Néanmoins, certains pays n'établissent toujours pas ces droits fondamentaux. Ici, nous allons prendre l'exemple d'un continent mouvementé, l'Asie, et nous nous focaliserons sur 5 régions différentes ayant chacune des exemples appuyant la thèse principale. Nous détaillerons un pays en particulier de chaque région, que nous développerons le plus synthétiquement possible en 2 points. En premier, nous expliquerons le contexte géopolitique, qui correspond aux relations humaines avec le territoire sur lequel les populations vivent et se développent politiquement, militairement et commercialement selon les invariants géographiques, d'après Jacques Ancel. Car ce dernier est étroitement lié à la situation politique du pays et par conséquent au deuxième point, soit la présentation du pouvoir qui y règne et comment gouverne-t-il ses habitants, ce que Rudolf Kielen nomme la démopolitique, qui est la relation entre population et organisation politique, pouvant être mêlée à la cratopolitique, soit les moyens par lesquels l'État exerce son autorité. Poursuivons avec le premier exemple. Commençons par le plus à l'est. Nous avons appelé Extrême-Orient la région comprenant la Chine et la Corée. Hormis ce qu'il se passe en Corée du Nord, par exemple les famines, les conditions de réclusion et le sort destiné aux opposants politiques, nous allons nous focaliser sur la Chine et sur ce qu'il s'y passe. Contexte géopolitique. La Chine est la première économie et le pays le plus peuplé au monde, pour quelque temps encore. Sa puissance économique est en pleine croissance, avec des effets induits sur le reste du monde. Après être montée en puissance le plus discrètement possible, la Chine sort peu à peu du bois, notamment dans son environnement régional, par exemple à travers les nouvelles routes de la soie, terrestres et maritimes. Cependant, la Chine détient une politique territoriale extérieure et intérieure comparable au tempérament d'un tigre. Elle est au cœur de plusieurs quasi-conflits, comme celui de Taïwan ou du Cachemire, ou bien de tensions en mer de Chine, au Xinjiang et au Tibet, à Hong Kong ou entre elle et les États-Unis. Respect des droits de l'homme. L'Empire du Milieu
est connu pour être en quelque sorte l'usine du monde, et le peuple chinois est considéré comme le plus diligent et travailleur sur Terre. En effet, les Chinois travaillent dur, et leurs conditions sont en train de devenir de plus en plus rigides, à cause de nouveaux systèmes mis en place, dont certains violent des droits fondamentaux, comme celui de la vie privée. Un système d'espionnage à grande échelle a été mis en place grâce aux nouvelles technologies numériques, au prétexte de rendre la société plus juste et plus sûre. Des méthodes qu'on pourrait qualifier de liberticides, qui frappent à nos portes et montrent que les limites éthiques de l'intelligence artificielle ont d'ores et déjà été atteintes. Dans les grandes entreprises, c'est le logiciel Jisan Shisan, qui veut dire troisième œil, qui est devenu source d'oppression au sein des employés. Il s'agit d'un mouchard installé sur chaque ordinateur permettant de suivre en temps réel ce qui se passe sur les écrans. Les historiques de discussion, les activités de navigation et la moindre modification de fichiers dans le but de signaler automatiquement les comportements suspects. Ces données sont susceptibles d'être utilisées par les patrons comme motif d'augmentation de salaire, mais aussi comme licenciement. Dans le domaine public, les citoyens ne sont pas moins épargnés. 200 millions de caméras surveillent la population au quotidien, la soumettant à une véritable dictature numérique. La reconnaissance faciale est au cœur du quotidien chinois, que ce soit pour la recherche de criminels en fuite ou pour payer ses achats, prendre le métro, l'avion ou même déverrouiller son portable. Dans certains cantons, une note algorithmique est déjà attachée à chaque personne qui bénéficie d'un crédit social d'1 millier de points. Le citoyen chinois a comme une constante épée de Damoclès au-dessus du crâne. Chaque mauvais comportement allant du fait de payer ses impôts et factures en retard à rester trop longtemps chez lui peut lui coûter des points. S'il en perd trop, il se verra fiché et privé de déplacements aériens, de crédits bancaires et d'allocations. En revanche, les bonnes actions comme le bénévolat peuvent lui apporter des points. Mais il n'y a pas que ça. Il est important de rappeler les conditions particulières de réclusion, par exemple dans les camps de travail, dits laogai, où les soi-disant ennemis du parti unique sont internés. Ces camps, au nombre de 4000, semblent perdurer malgré l'abolition de 2013. C'est ici que sont produits la plupart des marchandises exportées à l'international. Thé, céréales, pièces automobiles, produits chimiques, ciment, jouets, produits agricoles, etc. Pour finir, je voudrais aborder brièvement la politique de mise en valeur des Han, ethnie majoritaire en Chine, et de leur culture, notamment le confucianisme, religion d'État fortement mise en avant au détriment des autres, en particulier au Tibet et au Xinjiang, où par exemple la population musulmane locale serait particulièrement réprimée depuis les attentats terroristes qui eurent lieu en 2013. En vue du projet de la nouvelle route de la soie passant par cette région, il est préférable pour le gouvernement chinois de sécuriser la zone en optant pour des méthodes de redressement, de rééducation, comme ils disent, dans des camps spéciaux. Alors nous pouvons dire que les libertés de religion et de conviction sont négligées en Chine. Malheureusement, c'est le cas dans plusieurs autres régions d'Asie et nous aborderons cela plus en détail dans les exemples suivants. Continuons en allant vers le sud-ouest. L'Asie méridionale comprend le Myanmar, le Bangladesh, l'Inde et le Népal. Cette région du monde a la particularité d'être agitée par des conflits interethniques et plus généralement interreligieux. Ce phénomène remonte au temps du développement des religions dans cette région, mais il fut accentué lors de l'indépendance et de la répartition problématique du territoire, négligeant les différentes ethnies et religions d'appartenance. Ici, nous allons nous pencher sur le cas du Myanmar. Contexte géopolitique. Le Myanmar est une ancienne colonie britannique autrefois appelée Birmanie. Il fut déclaré indépendant en 1948, puis il connut une guerre civile et plusieurs coups d'État militaires. La démocratie sera peu à peu instaurée au cours des années 2010 par la Ligue nationale démocratique dont la dirigeante est Aung San Suu Kyi.
Récemment, le 1er février 2021, après la victoire de la Ligue nationale pour la démocratie aux élections législatives de 2015, le chef des forces armées organise un coup d'État mené par l'armée birmane. Le chef d'État et la conseillère d'État sont arrêtés. L'état d'urgence est annoncé pour 1 an et les militaires promettent de nouvelles élections, ainsi qu'un transfert de pouvoir garantissant la stabilité de l'État. La reprise du pouvoir par l'armée mettait ainsi un terme aux avancées démocratiques saluées par l'Occident. Respect des droits de l'homme. Le pays est sujet à des divisions ethniques d'ailleurs entretenues par le colonisateur britannique, les Birmans originaires étant écartés du pouvoir et administrés par la couronne britannique. Les minorités conservaient quant à elles leur système traditionnel. Le Myanmar est comme la Chine, c'est-à-dire que lui aussi est peuplé d'une ethnie majoritaire, les Bamars, voulant imposer cette unité ethnique et religieuse. La démocratisation du pays n'empêchera pas la liberté d'expression de fortement décliner en Birmanie, ni à la minorité musulmane des Rohingyas, représentant 5% du pays, de subir une violente répression de la part de l'ethnie dominante de la région dans laquelle ils vivent, l'Arakan. Déterminée à protéger l'identité bouddhiste, cette ethnie va mener en 2017 une répression militaire qui conduira environ 750 000 Rohingyas à fuir les exactions, les destructions de villages, les viols et les exécutions extrajudiciaires pour se réfugier au Bangladesh. Cette campagne de nettoyage ethnique sera mise en cause devant la Cour internationale de justice en 2019. Aung San Suu Kyi défendra alors l'armée birmane contre les accusations de génocide. Malgré cela, son parti sera de nouveau plébiscité lors des élections législatives de 2020. Pour revenir aux événements récents, la perte de liberté suivie du putsch militaire engendra un grand nombre de désobéissances civiles, mais les manifestations sont très fortement réprimandées. De plus, l'armée a déclaré la loi martiale dans plusieurs parties du territoire. Elle a interdit les rassemblements de plus de 5 personnes et mis en place un couvre-feu de 20 à 4 heures. Mais cela n'arrête pas les manifestants qui continuent toujours de protester pour rejeter le coup d'État. Cette région se situe, comme son nom l'indique, au centre de l'Asie. Elle contient l'Iran et de nombreux pays se terminant par stan, comme le Turkménistan, là où le dictateur au pouvoir, Sapar Mirat-Niazov, fait ce qu'il veut avec l'argent des citoyens, pendant que ceux-ci vivent dans la misère. Tous ces pays sont composés de nombreuses ethnies, mais celle principale est turco-mongole, et sont dans leur grande majorité musulmans. La charia, loi canonique islamique régissant la vie religieuse, politique, sociale et individuelle, est généralement appliquée de manière très stricte dans ces pays, comme le Pakistan et l'Afghanistan, si bien que ce dernier semble être totalement revenu à l'âge de l'empire arabo-musulman, surtout ces derniers temps à la suite de la prise du pouvoir par les talibans, dans le sillage d'un retour de l'intégrisme amorcé depuis la fin du siècle dernier, envers et contre les grandes puissances soviétiques puis américaines. L'islam a une place si importante dans les lois de ces États à tel point que la liberté de conscience est quasi nulle. Parmi ces pays musulmans se distingue l'Iran chiite, que nous allons présenter plus précisément. Contexte géopolitique. Ayant été l'allié des États-Unis et d'Israël sous le régime du Shah Reza Pahlavi, période de surprenante occidentalisation des mœurs et coutumes de la jeunesse iranienne, le pays bascule dans la brutale révolution communiste de 1979, devenant ainsi une république islamique. L'Iran a dès lors développé des relations d'hostilité voire de crise avec ses anciens alliés, sa population n'hésitant pas à le faire savoir en se mobilisant avec véhémence contre eux. Et son régime n'hésite pas à montrer les crocs, notamment en présentant son programme nucléaire comme objectif militaire. C'est la crainte d'une exportation de sa révolution qui a effrayé ses voisins arabes. Mais en fait, l'Iran est gouverné depuis 40 ans par un régime isolationniste, celui des mollahs,
les contacts vers le monde extérieur se font rares. Par exemple, en 2019, Internet fut coupé à ses 83 millions d'habitants, ou bien lorsque les autorités ont refusé au rapporteur spécial de l'ONU l'accès au pays pour constituer la situation des droits de l'homme. Venons-y au respect des droits de l'homme. La contestation du régime en place est très difficile car ce dernier trouve toujours des moyens pour réprimer, voire anéantir toute forme d'opposition, ce qui mène souvent à des actes considérés comme immoraux en Occident, venant troubler certaines libertés fondamentales. Les autorités ont durement étouffé les droits à la liberté d'expression et d'association, les médias et films étant constamment soumis à la censure et pouvant être bannis s'ils sont jugés problématiques. La liberté de religion et de conviction est systématiquement bafouée, en droit et en pratique. Les autorités continuent d'imposer aux personnes de toutes les confessions ainsi qu'aux athées des codes de conduite s'appuyant sur une interprétation très stricte de l'islam chiite. Par exemple, il est formellement interdit aux femmes de retirer leur voile. En cas de refus, les sujets sont destinés à la peine capitale. Il faut noter que la peine de mort reste une pratique courante, avec notamment au moins 246 personnes exécutées en 2020. Elle est par ailleurs de plus en plus utilisée comme instrument de répression politique contre les manifestants, les dissidents et les membres de minorités. Le droit à un procès équitable est constamment violé dans le cadre du système judiciaire et la torture est toujours pratiquée, en particulier pendant les interrogatoires. Les femmes se heurtent toujours à une mise à l'écart solidement ancrée dans la législation, notamment ce qui concerne le mariage, le divorce, l'emploi, la succession et l'accès aux fonctions politiques. Les autorités ont soumis de nombreux détenus, y compris des prisonniers d'opinion, à une disparition forcée tel un exil, en les maintenant dans des lieux tenus secrets et en laissant les familles dans l'ignorance du sort de leurs proches. Cette région, à la jonction entre l'Afrique et l'Asie, comprend les pays de l'Arabie et du Golfe Persique. Nous parlerons du Yémen, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et du Qatar. Elle joue un rôle géopolitique fondamental du fait de ses importantes réserves de pétrole et de gaz naturel et de l'influence de la religion musulmane. Penchons-nous sur le cas du Yémen. Contexte géopolitique. Avant 1990, le Yémen était divisé en deux, le Yémen du Nord, dont la capitale est Sanaa, et le Yémen du Sud, dont la capitale est Aden. Suite à la réunion du pays, l'ancien leader du Yémen du Nord, Ali Abdallah Saleh, devient président. Mais en 2004, les chiites, représentant 30 à 40% de la population, situés au nord, dirigés par Al-Houthi, s'estimant marginalisés et défavorisés, se rebellent contre le pouvoir central. Al-Qaïda s'implante dans le territoire yéménite pour se réfugier de l'Afghanistan, ce qui implique l'intervention des États-Unis qui envoient des frappes de missiles, dont l'une d'entre elles tue Al-Houthi. En 2011, le président Saleh, contraint au départ suite aux printemps arabes, s'allie avec ses anciens ennemis, les Houthistes, qui parviennent à contrôler la moitié du pays, dont la capitale Sanaa. Une terrible guerre civile commence en 2013 au Yémen, opposant d'abord les forces du nouveau président Hadi aux rebelles houtistes et pro-Saleh, prenant ensuite une tournure internationale car l'Arabie Saoudite et la coalition de pays sunnites qu'elle a créée s'opposent maintenant à l'Iran chiite, supposé allié des houtistes. Et n'oublions pas les Américains s'autorisant à lancer quelques missiles sur Al-Qaïda de temps en temps. Les Émirats Arabes Unis et les Saoudiens ont bloqué en 2015 l'approvisionnement en ressources vers le Yémen, probablement pour empêcher l'Iran d'approvisionner les Houthis. Le conflit se fait essentiellement par des frappes aériennes face à une résistance armée par Téhéran. Respect des droits de l'homme. Malgré ces dizaines de milliers de morts et la situation humanitaire catastrophique engendrée dans le pays, le conflit au Yémen se joue dans une relative indifférence médiatique. Le silence des médias occidentaux s'explique par trois raisons. Le conflit est nettement moins meurtrier qu'en Syrie, le pays est fermé à la presse, et l'Arabie Saoudite est un allié économique et stratégique des Occidentaux. La guerre aurait causé, selon l'ONU, plus de 12 000 victimes civiles, mais le chiffre réel est certainement bien supérieur car il n'inclut pas les victimes de la crise humanitaire.
l'ONU qualifie la situation de plus grave crise humanitaire que le monde connaisse actuellement. Sur 27 millions d'habitants, on estime que près de 18 millions ont besoin d'aide alimentaire et que plus de 8 millions, dont la moitié sont des enfants, sont au bord de la famine. Depuis avril 2017, le choléra aurait touché 1,2 million de personnes. De plus, les bombardements de l'aviation saoudienne ont touché écoles et hôpitaux. D'après un rapport du secrétaire général de l'ONU, la coalition militaire sunnite a commis en 2016 des meurtres ou mutilations d'enfants. Les pays autour du golfe Persique se sont enrichis grâce à l'extraction d'hydrocarbures. Ils ont alors érigé 1 ou 2 métropoles par pays où se situe la majorité de l'activité nationale, à la pointe du luxe, en quelques décennies seulement. Cela est évidemment dû à l'afflux majeur de main-d'œuvre étrangère, en particulier le cas d'école du Qatar. Ce dernier a été désigné en 2010 en tant que premier pays arabe et musulman à être l'hôte de la Coupe du Monde de football pour 2022. La désignation d'un pays à la Coupe du Monde signifie qu'il est désormais considéré comme grande puissance mondiale. Le Qatar n'a alors pas le droit à l'erreur et ne dispose que de 12 ans pour construire d'imposantes structures à partir de rien, afin d'accueillir la compétition. Venons-en aux droits de l'homme. Une telle situation implique évidemment une politique d'immigration massive pour former une main-d'œuvre nécessaire à la construction intensive. Mais dans ce cas, la dernière des préoccupations du pays sont les conditions essentielles à la survie des travailleurs. Ils ne sont même plus considérés comme des salariés, mais bel et bien comme des esclaves. Dès lors qu'ils sont embauchés par une société, il leur est impossible, d'après 3 institutions formant la kafala, de quitter l'entreprise ou le pays sous peine d'aller en prison et de ne pas récupérer leur passeport. Les employeurs s'en servent comme chantage. S'ils ne travaillent pas, ils ne récupéreront jamais leur passeport, donc l'entreprise n'a pas besoin de les rémunérer. De plus, les travailleurs vivent dans des conditions déplorables. Ils sont rangés nombreux dans des appartements insalubres, mal entretenus, en manque d'eau et de gaz. Certains décrivent ces habitations comme la jungle. Dû aux mauvaises conditions, beaucoup ne reverront jamais leur pays qu'entre 4 planches de bois. En d'autres mots, ils sont renvoyés chez eux, morts. Un grand nombre de gens ont tenté de boycotter la compétition, mais comme d'habitude, ça n'a servi à rien. Bref, il semblerait que les pays du Golfe soient les plus développés rien qu'à la vue de leur ville. Et pendant qu'en Occident nous nous automutilons pour notre passé esclavagiste, ces pays arabes ont l'air d'avoir oublié d'abolir l'esclavage et le pratiquent encore. Il est maintenant temps de conclure avec le plus à l'ouest, le Proche-Orient. Celui-ci englobe la Syrie, Israël, le Liban, l'Irak, la Jordanie et la Turquie. Certains de ces pays ont connu plusieurs guerres déchirantes, dont certaines sont encore actuelles. Les conséquences des différentes crises, guerres et régimes autocratiques ont eu de fortes répercussions sur le présent. Cette région est à l'origine de conflits et persécutions datant de l'Antiquité, qui sont encore palpables, notamment entre les 3 religions du livre. Nous allons nous focaliser sur le cas de la Syrie, contexte géopolitique. La Syrie est un pays divisé en 3. Les rebelles kurdes, le régime d'Al-Assad et l'État islamique. Au milieu de tout ça, le peuple subit. Ce pays reste néanmoins tristement célèbre historiquement pour la forte autorité du régime et l'étouffement du peuple. La famille Al-Assad gouverne le pays depuis 1970, Bachar succédant à son père en 2000 et assistant en 2011 à une révolte populaire voulant dénoncer la corruption et l'absolutisme de celui-ci. La révolution syrienne commence dans la foulée des printemps arabes, mais est lourdement réprimée. Elle donnera lieu à une interminable guerre civile dont la militarisation et l'internalisation amorcée vont en faire un des conflits les plus sanglants du XXIe siècle. Respect des droits de l'homme. Avant le conflit, commencé en mars 2011, la Syrie était un pays souvent dénoncé par la communauté internationale et les organisations non gouvernementales pour son non-respect des droits de l'homme les plus fondamentaux. Le gouvernement de Bachar al-Assad et l'État islamique sont à l'origine de persécutions envers 3 communautés religieuses au sein du pays. Les témoins de Jéhovah en font partie et subissent une interdiction complète de culte. Les missionnaires
risquent jusqu'à 5 ans de prison parce qu'ils constituent, je cite, une menace pour les relations entre divers groupes religieux. La communauté maronite, dont les membres sont appelés plus communément en tant que catholiques d'Orient, vivant depuis le XIIe siècle en Syrie et en Irak, n'est plus légitime de rester dans le pays, contrairement au Liban où ses membres ont des sièges au Parlement. Certains sont protégés, tandis que d'autres doivent fuir ou sont tués de différentes façons. Attaques terroristes, exil forcé, enlèvements, villages pillés en province de Kabour. Les catholiques d'Orient représentaient 15% de la population syrienne en 1905. En 2018, il n'était plus que 7%. Plus tragique encore est le destin des Yézidis, qui ont subi une véritable extermination. Les Yézidis forment une communauté ethno-religieuse de 800 000 âmes ayant une croyance monothéiste très ancienne dont le dieu prend la forme d'un pan céleste s'appelant Tavussifalak. Ils peuplent le territoire du Kurdistan, à cheval entre la Syrie et l'Irak, répartis en plusieurs villages. L'un d'entre eux, Kochou, a été la cible de la barbarie djihadiste. Tous les hommes et les femmes âgés ont été fusillés et enterrés dans des fosses communes, les jeunes femmes converties de force à l'islam et transformées en esclaves sexuels, et les enfants endoctrinés pour devenir des petits soldats de Daesh ou des boucliers humains. Nadia Mourad est une des rares survivantes. Elle raconta cette histoire atroce aux Nations Unies en 2018 et obtint le prix Nobel de la paix. Mais un témoignage prévu à l'université de Toronto fut annulé pour cause, je cite, d'islamophobie. Dans le cas des civils, le mouvement des citoyens syriens est très restreint. Quitter le territoire est d'une grande difficulté, tout comme se munir d'un visa. De plus, tous les hommes de nationalité syrienne âgés de 18 à 42 ans doivent demander une autorisation, délivrée par l'armée arabe syrienne, pour quitter le pays. Même si le mouvement à l'intérieur du territoire est difficile, avec la présence de couvre-feu et même l'interdiction aux femmes d'apparaître seules en public, les manifestants et les personnes appelant à manifester, les soutenant ou soignant ceux-ci, exprimant des opinions critiques vis-à-vis du régime ou favorables à l'opposition, sont arrêtés arbitrairement, emprisonnés et peuvent être torturés. Un contrôle étroit des médias d'information étant de mise. 10 ans de guerre sans vainqueur auront laissé une Syrie profondément ravagée et son peuple amputé. 500 000 personnes sont mortes, officiellement 11 000 enfants massacrés ou tués directement, et des millions d'autres auront quitté le pays, et ce, pour que la situation au Levant soit bien pire qu'au début de la décennie précédente. Désormais, nous avons fini de vous présenter les 5 régions. Évidemment, nous n'avons pas pu parler de tout et nous avons tenté d'aborder ces sujets le plus synthétiquement possible. Après avoir assisté à cette présentation, la réaction commune serait de s'indigner en disant « Il faut faire quelque chose. Que font les organismes internationaux ?» Justement, il existe la Cour pénale internationale, basée à La Haye aux Pays-Bas. Détenant un rôle préventif et punitif, elle juge les crimes les plus graves comme les crimes de guerre, contre l'humanité, de génocide et d'agression, postérieurs à sa création en 1998. Mais voilà, il se trouve que son rôle est limité dans la mesure où de nombreux pays échappent à sa compétence ou lui reprochent de n'inculquer que des dirigeants non occidentaux. L'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie ont voulu quitter la CPI en 2016, par exemple. En 2019, les Philippines s'en sont retirées à la suite de la décision d'ouvrir une enquête contre Duterte et des membres de son administration pour crimes contre l'humanité lors de la guerre contre les trafiquants de drogue. Pour la faire courte, la CPI est très peu reconnue par un grand nombre de pays, africains, arabes et asiatiques notamment, et ne dispose pas assez de moyens pour s'occuper de l'Afrique. Comment pourrait-elle alors juger l'Asie ? Du côté des expéditions militaires ayant pour but soi-disant d'apporter la démocratie, elles finissent souvent par empirer la situation initiale. En témoignent les nombreux cas de civils afghans et irakiens touchés par des bombardements ou des tirs de drones américains pour lesquels le Pentagone est intouchable car la responsabilité du crime est diluée. Au-delà de ça, on peut aussi constater le paradoxe asiatique, qui est que le continent, tout en se développant à une vitesse folle dans certaines régions, là où sont édifiés les gratte-ciels les plus hauts du monde à la pointe de la technologie, où le confort de vie atteint son excellence, malgré cela, ce continent abrite tout de même la plus grande variété de violations des droits de l'homme, pour des raisons basses et arriérées. Nous allons ainsi conclure avec cette formule du général Edward Shepard. Plus les choses changent, moins elles évoluent.